Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Agriculture selon eux, un podcast de Terre et Territoire. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la rencontre avec Hervé Covès. Ingénieur agronome, il prône les pratiques agroécologiques pour restaurer la vie des sols via différentes méthodes. Dans cette seconde partie, toujours accompagné de Dominique Carrette et Yves Prier, Hervé Covès nous parle de l'impact du changement climatique sur le choix des essences d'arbres à mettre dans ses parcelles, du changement des conduites culturales à mettre en place pour cultiver la pluie et de la décomposition nécessaire du bois dans le sol. Pourquoi on a besoin de champignons mycorhiziens ? Juste ça. Début 2000, l'industrie des engrais, au niveau international, se réunit à l'ONU sous l'égide du roi du Maroc. Et le roi du Maroc dit, voilà, il y a quasiment plus de phosphore sur Terre, dans nos gisements. En 2040, on passe ce fameux pic, et après, ça va s'effondrer très vite. On a quasiment plus de phosphore. Donc, qu'est-ce qu'on fait du phosphore qui reste sur Terre ? Est-ce qu'on le continue comme on fait maintenant de le distribuer à l'agriculture, ou est-ce qu'on va l'utiliser pour des... Et c'est ce qu'ils ont fait, des utilisations plus prestigieuses pour l'industrie, et notamment le phosphore qui aujourd'hui est abondamment utilisé dans tous les alliages pour les alléger, en fait. Et donc, ils ont choisi la voie industrielle pour le phosphore, et ça s'est traduit depuis le début des années, on va dire des années 2000, que les engrais phosphatés n'arrêtent pas d'augmenter, et on n'a encore rien vu. Ça va aller dans ce sens-là de plus en plus. Et donc à partir de là, tous les semenciers, on dit, ben voilà, du phosphore, il n'y en a plus dans les mines, mais on en a pas mal dans nos sols. Comment on va faire pour récupérer ce phosphore-là ? Et en fait, il n'y a que les champignons mycorhiziens qui sont capables de le faire. Donc aujourd'hui, tous les grands groupes semenciers travaillent là-dessus, et on a besoin donc de champignons pour sortir le phosphore du sol et nourrir nos plantes. Partant de là, comment est-ce qu'on fait pour avoir plein de mycorhizes ? Et c'est là où l'agroécologie intervient. Il faut qu'il y ait beaucoup de vie, parce que cultiver du champignon, ça ne se cultive pas à la charrue des champignons. Ça se cultive par des vers de terre, par des amibes qui sont dans le sol, à une échelle. Les amibes, ça fait des petites galeries de quelques microns de diamètre que vont explorer ensuite les ifs, donc les filaments du champignon. Ça se fait à une toute petite échelle. Donc c'est un changement d'objectif. Et puis ensuite, ces trames de champignons, eh bien, chaque fois que je cultive une nouvelle plante, j'ai besoin d'une nouvelle trame. Et si je laboure mon sol, donc il faut que la plante nourrisse sa trame, elle va dépenser 20% de sa photosynthèse pour créer une nouvelle trame de champignons mycorhiziens. Et donc si chaque année, je perds 20% de ma récolte, pour 20% de son énergie, ça veut dire qu'on a 20% de récolte en moins. Si chaque année, je perds 20% de ma récolte pour recréer une nouvelle trame de champignons mycorhiziens, niveau économique, on va pas s'en sortir très nettement. Quand on voit que les marges, quelquefois, on est à quelques pourcentages près, on est dans le rouge ou on fait des excédents, on peut pas se permettre de perdre 20% de son rendement. D'où la nécessité de réfléchir à une trame permanente. Et cette trame permanente, c'est l'architecture agroforestière, les arbres, qui vont permettre de la faire, de la mettre en avant. La difficulté, c'est que actuellement, en Europe, la trame de champignons qui émerge des arbres forestiers n'est pas du tout la trame qui va bien pour nos cultures. Et le vécu de beaucoup de gens, c'est ça pousse mal à côté d'un arbre. Sauf que quand on regarde ce qui se passe avec le réchauffement climatique, et quand on regarde un petit peu plus au sud, ce qui se passe, on voit que ça pousse mieux à côté des arbres. Alors pourquoi il y a une telle différence entre notre vécu et ce qui se réalise dans les zones plus méditerranéennes ? Eh bien, c'est qu'en fait, sont apparues de nouvelles trames de champignons. Enfin, il existe d'autres trames de champignons dans les zones plus chaudes. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces nouvelles trames de champignons mycorhiziens, qu'on appelle endomycorhiziens, sont en train d'arriver chez nous. Sont en train d'arriver dans la région des Hauts-de-France. Et on a été en voir en plein d'endroits, dans des lieux quelquefois un peu surprenants, dans des zones un peu marécageuses, dans des délaissés où il y a beaucoup d'arbres fruitiers sauvages qui poussent, et chez les agriculteurs agroforestiers qui replantent des haies très diversifiées en arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers sont sur ces trames-là, et on certains arbres pionniers, dont font partie le saule, les frênes, les érables, des choses comme ça.
Donc, ça va nécessiter de réfléchir à quel type d'arbre on va mettre dans nos aménagements, qui ne seront pas, peut-être plus tout à fait ceux qu'il y avait avant. Peut-être un petit peu moins de ces arbres forestiers. Il y a plein de gens qui nous disent « Oui, mais les chênes sont en train de mourir, les hêtres vont mal, les bouleaux vont mal. » Il y a plein d'essences qui vont de plus en plus mal, et étonnamment, ils sont sur cette ancienne trame de champignons. Pour me faire mentir, les frênes qui sont sur la nouvelle trame de champignons, eux, ont une maladie et vont mal. Donc il y a besoin de compétences et de savoir-faire pour arriver à trouver les arbres qui vont bien. Bon, et par chance, il y a des gens qui plantent des arbres dans la région depuis déjà pas mal de temps, donc on peut s'appuyer. On a été voir le grand gaillard, là, le beau, là, j'ai encore oublié Thierry, là, des planteurs volontaires, là. Thierry Luzin, voilà, et qui ont une belle expérience en la matière. On a été voir bien sûr des producteurs qui plantent des arbres, on a été voir des gens qui réfléchissent autour de leur pâture à réimplanter les bocages avec des arbres qui ont des aptitudes justement à régénérer ces nouvelles trames. Et ensuite, la réflexion, c'est fort de tout ça, fort de nos observations, fort des expérimentations qu'on peut faire les uns et les autres, qu'est-ce qu'on va trouver pour que ça fonctionne bien. Donc techniquement, de là où on en est, on sent qu'il y a des marges d'évolution qui pourront nous permettre d'avoir des systèmes qui résisteront mieux, qui s'adapteront mieux au réchauffement climatique. Mais en fait, c'est dû à quoi ce changement d'essence en fait, qu'il faudrait implanter dans le Nord? C'est dû au changement climatique? Au changement climatique. Parce que ça se réchauffe en fait, les essences sont plus adaptées? Voilà, c'est ça. Et donc le hêtre est en train de disparaître de France, et d'autres plantes, d'autres arbres sont en train d'arriver, hein, mais parmi les arbres qui existent déjà chez nous, on en a beaucoup, tous ces arbres fruitiers notamment, qui sont déjà adaptés. À condition bien sûr qu'ils soient bien mycorhizés et qu'ils puissent vivre avec, qu'on les laisse vivre avec ces champignons. Et donc ça veut dire que dans les pratiques culturelles qui sont autour, grosse réflexion sur les conduites phytosanitaires, grosse réflexion sur les conduites fertilisation. Hein. Les nitrates notamment sont relativement toxiques pour les champignons mycorhiziens. Donc, il va falloir aussi revoir, réadapter ou adapter nos itinéraires techniques à ces pratiques qui maintiennent ces trames de champignons. Labour, non labour. Hein, Alors, vraie question, j'allais vous demander, par exemple, Marc-André Selos, c'est une phrase qui revient souvent. Lui, il est vraiment contre le labour, mais du coup, et il le dit avec de l'ironie, mais il le dit quand même, il préfère un coup de glyphosate que du labour, par exemple. Ouais, mais comment vous vous positionnez par rapport à ça? Enfin, pragmatique. De là où on est, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je veux commencer à travailler sur ma vie du sol, aujourd'hui, la plupart des producteurs le font, détruisent leur couvert avec du glyphosate. Donc, pourquoi pas le faire comme ça? Sachant que dans les gens qui travaillent sur les techniques culturales simplifiées ou les couverts permanents, il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui arrivent à se passer du glyphosate et aller plus loin. Mais si on dit d'entrée de jeu, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, ça marche pas, ou il faut plus le faire, non, on sait pas faire, quoi. Donc on part de là où on est et on essaie d'avancer. Le glyphosate, bien évidemment, il va pas être très bon pour plein d'éléments dans la vie, dans le sol, même dans les champignons mycorhiziens. Il y en a certains qui le supportent très mal. C'est bien documenté. Mais si on ne sait pas faire autrement, on le fait comme on peut, et après, on a toujours des voies de progression pour faire mieux. Et il faut rester pragmatique. Et ce qui va faire qu'on va arrêter de faire du glyphosate, c'est qu'on arrivera à gagner en productivité sans. Et aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait là. Certains réfléchissent, certains y avancent, et c'est tout le temps les pionniers, en fait, qui innovent dans toutes ces voies-là, et qui vont... Alors, bien sûr, c'est un risque d'être un pionnier au départ. Il y a toujours le risque d'assumer ce que les autres feront plus tard, hein, et quelquefois de risquer de faire des erreurs. Voilà, et c'est ça, dans mon job, c'est ce que je ressens comme étant important, de partager des expériences et de contribuer à m'instruire
de ce qui marche, bien évidemment, et de ce qui pose problème, pour que tout le monde puisse avancer dans cette voie où on espère qu'il y aura de plus en plus de vie et qu'on ait de plus en plus de collaborateurs non humains ou non mécaniques. Voilà, tous ces collègues qu'on aime bien. Et ça coûte cher. Nourrir toute la vie du sol, 10 tonnes de vie du sol, 4 tonnes et quelques, ou 5 tonnes de vers de terre, plus les champignons, plus tout ça, ça veut dire que ça fait plein de bouches à nourrir en plus, et que si je les nourris pas, ils vont pas se développer, on se développe ce que l'on nourrit. Donc il va falloir faire ça. Mais alors tout ça, agroécologie. Donc quand on parle d'agroécologie, donc c'est aussi la génétique. Il faut dire les choses très clairement. Le maïs, par exemple, alors, dans le sud-ouest, c'est des productions qu'on travaille beaucoup, mais le maïs, c'est un truc, si vous dites le pied dans l'eau, la tête au soleil. Alors qu'en fait, le maïs, il vient de zones tropicales sèches, se plante en C4, capable de vivre dans une grande, avec du manque d'eau. La capacité génétique qu'a le maïs à s'adapter de mieux en mieux aux situations sèches existe, en termes de génétique, et existera d'autant mieux que nos maïs futurs seront bien mycorhizés. Parce qu'en fait, ces fameux champignons endomycorhiziens, pourquoi c'est eux qui se développent? C'est qu'ils ont la capacité de piloter l'eau dans les écosystèmes. Voilà, c'est ça qui est important. On a besoin de ces champignons parce qu'ils pilotent l'eau. Et ça, c'était tout le sens de l'intervention d'aujourd'hui, de ce matin, de bien comprendre, ressentir, évaluer comment ces champignons interviennent pour l'eau, pour gérer, nous aider à gérer l'eau. On y vient en fait. J'ai lu quelque part que vous parliez de cultiver l'eau. Eh oui, cultiver la pluie. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de l'agriculture. Il y a plein d'enjeux dans l'agriculture. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, énormément. Tout est lié, tout est lié. Et c'est là où l'agroécologie va nous aider. Parce qu'en fait, on a besoin d'eau. Et il y a des champignons qui permettent d'aider à le faire ça. Alors, ils vont nous permettre d'aider à condition, il y a une troisième trame, on a parlé des champignons de la trame d'avant, des champignons de la nouvelle trame endomycorhizienne, et après il y a tous les champignons saprophytiques, donc tous ceux qui décomposent le bois. Pas ceux qui vont décomposer la paille, il y a des champignons qui vont se développer aussi sur de la paille, sur des céréales, le bois dur. Voilà. Ces champignons-là, ont aussi un rôle très important parce que c'est eux qui constituent la réserve utile des sols forestiers. Donc la quantité d'eau qui peut se stocker dans un sol. Donc il faudra qu'on ait du bois qui se décompose dans les sols. C'est ça que ça veut dire. D'où les arbres. Mais des arbres, pas pour planter des arbres pour couper des arbres. Parce que chaque fois que je vais tailler, comme ici, l'habitude sur tous les sols, c'est nous on dit trogner chez nous, mais là c'est des têtards, de les tailler en têtards. Voilà. Chaque fois que je coupe, que j'ôte plus du tiers en fait de la ramure d'un arbre, il peut plus alimenter toutes ses racines, et il y a toute une partie de ses racines qui va se décomposer. Et dans ces racines qui se décomposent, c'est le bois mouillé devient spongieux, le bois mort devient spongieux, ce sont ces racines qui deviennent la réserve utile du sol. Et à de grandes profondeurs, et sur de grandes distances. Et comme les champignons, une fois qu'ils sont bien nourris par du bois qui se décompose, ils vont essayer de se prolonger pour explorer le sol à la recherche d'un nouveau morceau de bois à se décomposer. Si on a un arbre de 10 mètres qu'on trogne à 2 mètres de hauteur, donc cet arbre qui faisait 10 mètres va agir très fortement sur 1,5 fois sa hauteur, donc sur 15 mètres, et va explorer le sol jusqu'à 25 mètres, enfin les champignons qui étaient autour. Donc finalement, avec un arbre qui est trogné, on va créer un réseau, un arbre de 10 mètres que l'on trogne, on crée un réseau qui va être très fort sur 15 mètres de diamètre autour, un petit peu moins fort sur 25 mètres autour. Et donc on arrive à des espèces de densité d'arbres, d'un ordre de 40 à 80 arbres à l'hectare selon les types de sol et les situations pédoclimatiques, pour recréer cette réserve utile, cette capacité qu'ont les sols à stocker beaucoup d'eau. Stocker beaucoup d'eau, et après il y a aussi d'autres processus qui vont permettre de condenser l'eau, de condenser le brouillard, la rosée, des choses comme ça. Et plus il fait chaud, mieux ça fonctionne, ces histoires de condensation. Donc un autre élément qui va nous permettre de récupérer de temps en temps quelques millimètres d'eau. Mais
sans rentrer dans le détail technique des choses, il y a toute une série d'éléments de gestion des arbres, de la prairie, des couverts végétaux, des champignons qui décomposent du bois, des champignons mycorhiziens, qui vont nous aider à répondre à ces objectifs d'hydratation des sols. Et donc c'est pour ça que je dis cultiver la pluie. Il faut mettre en place des structures qui permettent de développer aussi bien donc la réserve utile du sol que la capacité qu'a la pluie à être mieux retenue finalement et à mieux tomber en fait dans nos parcelles. Merci à Hervé Covès, Dominique Carrette et Yves Prié pour cette interview. La suite de cette rencontre, ainsi que sa première partie, sont à retrouver sur Spotify, SoundCloud et le site de Terre et Territoire. Ce podcast a été réalisé par Églantine Puel, journaliste chez Terre et Territoire. Merci de l'avoir écouté.